Bonjour à tous, bienvenue dans ce numéro de Smart Impact, numéro exceptionnel à la veille de la COP26 qui ouvre ses travaux ce 1er novembre à Glasgow. Notre invité, c'est Jean Jouzel, paléoclimatologue, membre de l'Académie des sciences, vice-président du groupe scientifique du GIEC. Il va poser les enjeux de cette conférence annuelle de l'ONU sur le climat et puis il sera rejoint par Baptiste Denis, qui est un jeune conseiller municipal en charge de la transition écologique. Ils publient ensemble la version augmentée de leur dialogue intergénérationnel. Climat, parlons vrai, c'est aux éditions Les Pérégrines. Et puis dans Smart Ideas, on regarde évidemment notre rubrique Startup. Vous découvrirez Petite Marelle qui propose des jouets en location. Voilà pour les titres. Jean Jouzel, la COP26 face à l'urgence climatique, c'est tout de suite dans Smart Impact. Bonjour Jean Jouzel, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'aurais pu rajouter beaucoup d'autres titres et notamment rappeler 2007, ce prix Nobel obtenu par le GIEC. Vous y étiez avec d'autres scientifiques et avec Al Gore, l'ancien vice-président américain. Si on jette un coup d'œil dans le rétroviseur pour commencer, ça fait donc 14-15 ans, vous diriez quoi? Il a servi à quelque chose, ce Nobel, quand même? Oui, bonjour Thomas Hugues, bonjour à tous et à toutes. Oui, je crois que le Nobel a servi à quelque chose pour donner de la visibilité à ce problème climatique, pour donner de la crédibilité au GIEC, dont j'étais à l'époque vice-président du groupe scientifique, ce que j'étais jusqu'en 2015. Et c'est important, effectivement, ce message des scientifiques. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a quand même une certaine prise de conscience des décideurs politiques par rapport au message du GIEC. Quand on regarde l'accord de Paris, il s'appuie sur le 5e rapport du GIEC, et donc ces rapports du GIEC sont extrêmement importants. Le problème, nous y viendrons, et c'est tout le problème de Glasgow, c'est le fossé qu'il y a entre les objectifs affichés par nos gouvernants à l'échelle planétaire et la réalité. Oui, alors effectivement, Glasgow, ça démarre là, hein, ce 1er novembre, ça doit durer une douzaine de jours. Les États-Unis sont revenus dans l'accord de Paris, même si certains États comme la Californie, finalement, n'avaient pas suivi la sécession de Donald Trump. Vous dites la puissance des États. Ça peut apporter quoi? Le retour de la puissance américaine dans un débat comme celui-là? C'est essentiel. Quand on regarde l'histoire des 20 dernières années, effectivement... Le protocole de Kyoto, c'était parti sur des bases relativement intéressantes. En 1997, l'échec, c'est en partie et en large partie lié au fait que George Bush, en 2000, ne ratifie pas le protocole de Kyoto. Les États-Unis ne s'y engagent pas. Donald Trump, on a eu sur les 20 dernières années 12 ans des États-Unis en dehors de la dynamique de lutte contre le réchauffement climatique, alors que les États-Unis auraient dû prendre le leadership de cette lutte contre le réchauffement climatique, qui est quand même synonyme de dynamisme économique qu'on voit bien actuellement. Donc ça, c'est un élément important. Est-ce que ça veut dire que, à contrario, l'Europe peut prendre ce leadership pour vous? Disons, le leadership, il est entre trois pays, entre trois blocs. Enfin, oui. Disons la Chine. La Chine annonce neutralité carbone en 2060 et les États-Unis ne peuvent pas ne pas annoncer neutralité carbone. C'est ce qu'a fait Joe Biden. Tout simplement pour des raisons purement économiques, avant tout économiques. Oui. Et l'Europe aussi, bien sûr, s'aligne sur cette neutralité carbone en 2050. Peut-être l'Inde viendra-t-elle, disons, troubler le jeu, mais on voit bien ce vers quoi nous allons à échéance de quelques décennies. Europe, Chine, États-Unis. L'Afrique va peut-être aussi se développer, mais comment va-t-elle se développer? Avec quelle aide? Je pense que l'Europe ne regarde pas assez vers l'Afrique. C'est un des points forts actuellement, enfin, disons justement, des points faibles de l'Europe pour moi, parce que beaucoup va se passer en Afrique dans la lutte contre le réchauffement climatique. Depuis la COP25, donc c'est un rendez-vous annuel. Hein. Ouais. Nous, on parle beaucoup de la COP21 en France, mais tous les ans, il y a ce rendez-vous. Mais cette COP26, elle est peut-être d'autant plus importante qu'il y a eu la publication, c'était le 9 août dernier, d'un nouveau rapport du GIEC qui fait le constat de quoi? D'une accélération, finalement, des dérèglements climatiques qui est dans la continuité de ce que vous disiez et de ce que vous dites depuis des années? Oui, il y a une accélération, mais cette accélération était anticipée. C'est bien ça qu'il faut voir. Donc il ne faut pas... Disons, le climat que nous vivons aujourd'hui est vraiment ce que les rapports du GIEC successifs ont anticipé.
donc une accélération des événements extrêmes, une accélération de l'élévation du niveau de la mer. Elle est 2 fois plus importante au cours des 15 dernières années qu'au cours du XXe siècle. Mais ça, c'était prévu, donc il ne faut pas être surpris. Et ce que nous dit ce rapport du GIEC, qui affirme de façon, la certitude que le réchauffement climatique est dans son ensemble lié aux activités humaines, ce que nous dit ce rapport avant tout, c'est qu'il nous invite à accorder de la crédibilité à notre communauté. Disons, nous avons montré que cette communauté est capable, est en mesure de se projeter dans l'avenir à échéance de quelques décennies et au-delà. Donc regardons ce qu'envisage cette communauté à l'horizon 2050 ou pour la deuxième partie de ce 21e siècle et agissons tout de suite parce que c'est bien le message du GIEC en termes de lutte contre le réchauffement climatique pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Nous avons déjà pris 1 degré. Nous n'avons plus que 10 ans d'émissions au rythme actuel. Donc c'est vraiment ce sentiment d'urgence. Moi, j'entends parfois, quand je discute de ces thèmes-là, ce type d'argument. À quoi ça sert que je fasse des efforts si les Chinois, les Indiens, les Russes polluent toujours autant avec leurs centrales à charbon, etc. etc. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est urgence, le mot-clé? C'est tout simplement... Oui, c'est urgence, et puis aussi, c'est une certaine vision de notre société. On doit, effectivement, vous avez raison, un des mots-clés de la lutte contre le réchauffement climatique, c'est la solidarité. La solidarité qui nous a manqué au cours de ces 20 premières années. Nous avons déjà parlé des États-Unis. Cette solidarité, alors elle peut se construire. Elle se construit dans les textes. Je redis, dans les textes, il y a probablement 130 pays qui vont annoncer neutralité carbone à l'horizon 2050 à Glasgow. Mais elle ne se construit pas vraiment dans la réalité, on le voit bien. Mais voilà, il y a quand même aussi cet impératif économique. Ne pas faire cette transition, c'est contre la modernité, c'est très clair. Donc ne pas faire cette transition, c'est prendre le risque d'être à côté du développement économique. Et c'est bien ce qu'ont senti les Chinois, c'est bien ce que sentent les Américains. Cette transition, elle est source vraiment de dynamisme économique, de création d'emplois. On ne peut pas ne pas la faire. Les jeunes d'aujourd'hui n'accepteront pas d'aller vers un monde à plus 3, plus 4, plus 5 degrés peut-être si rien n'était fait. Donc c'est bien ça qu'il faut comprendre. On n'a pas le choix. Il faut faire cette transition le plus rapidement possible, c'est très clair. Et cette transition est attractive pour les jeunes. Il faut surtout, disons, elle est vraiment source d'innovation, de recherche. Alors d'innovation, bien sûr, il faut évaluer les innovations par rapport à leur capacité à s'inscrire dans cette lutte contre le réchauffement climatique, ou au moins l'adaptation. Mais la créativité doit être là. Donc c'est surtout pas un monde figé qu'on a. C'est un monde qui avance. C'est un monde attractif pour les jeunes. C'est un monde de meilleure qualité de vie. C'est un monde aussi, je crois, disons, de solidarité, donc de paix. Vous avez cité à juste titre le prix Nobel de la paix auquel le GIEC a été associé avec Al Gore. La signification, c'est que, eh bien, on n'arrivera pas à lutter contre le réchauffement climatique sans une solidarité. Et donc, c'est aussi un message de paix d'une certaine façon. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'on a eu, disons que le GIEC a été, c'est un prix Nobel de la paix qui a été décerné. Mais à l'inverse, si nous ne prenons pas la mesure du réchauffement climatique, je dis très souvent que on ne peut pas imaginer un développement harmonieux de nos civilisations sans lutte contre le réchauffement climatique. Parce qu'il y a aussi, ça se décline en termes de perte de biodiversité, de pollution, de problèmes de santé et d'environnement, disons d'insécurité alimentaire dans certains pays, disons d'insécurité aussi. Donc quand on regarde, et puis de victimes avec tous ces événements climatiques extrêmes de plus en plus fréquents. Donc il faut voir les choses en face. Nous n'avons pas le choix. Nous ne pouvons pas aller vers ce monde chaotique qui serait celui que nous connaîtrions si rien n'était fait pour lutter contre le réchauffement climatique. Oui, et vous prenez, on est sur une chaîne économique, donc vous prenez cet argument économique qui est majeur quand on s'adresse à des chefs d'entreprise ou à des cadres dirigeants de grands groupes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on voit beaucoup, moi, dans cette émission, il y a beaucoup d'entreprises qui viennent parler du virage qu'elles sont en train de prendre, de leur mutation et de leur transition écologique ou énergétique. Il faut accélérer au risque de bousculer le modèle économique. Quel message vous faites passer là-dessus ? Oui, il faut certainement accélérer la transition par rapport... Nous y prenons un peu trop tard par rapport à 2050. Il faut faire le maximum et accélérer. Et il y a des moyens d'accélérer, évidemment. Développer le renouvelable, on peut discuter. Il y a un débat en France. On a vu les scénarios de RTE hier. Il y a un débat entre la part du nucléaire, la part des renouvelables. Mais ce qui est certain, c'est qu'à l'échelle planétaire, ce sont les renouvelables qui prendront, disons, une large place dans cette transition, ou cette transition ne sera pas. C'est bien ça qu'il faut voir. Mais pardon de vous interrompre, mais si on prend l'exemple
exemple de Total, qui s'est rebaptisé Total Energy. Est-ce qu'ils peuvent changer à ce point leur modèle sans se mettre en danger? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bon voilà, d'abord il y a ce débat dans lequel d'ailleurs je suis impliqué de Total qui dit qu'il ne savait pas, alors que Total savait. Oui. Hein, c'est très clair, soyons clairs. Total savait dès dans les années 80 que le réchauffement climatique serait là si nous continuions à émettre des gaz à effet de serre. C'est très clair. Donc je dis et je le redis, puisque on a utilisé une vidéo pour essayer, disons, de mettre en doute l'article de Christophe Bonneuil et de ses collaborateurs. Ce n'est pas le cas. Total savait, c'est très clair. Et Total sait... Total a des plans qui ne sont pas assez ambitieux, je le dis franchement. J'en ai d'ailleurs discuté directement avec Patrick Pouyanné. C'est clair que Patrick Pouyanné reconnaît tout à fait l'urgence d'une certaine façon, mais cette urgence n'est pas la nôtre. Cette urgence, c'est une urgence très lente. Donc il faudrait agir beaucoup plus rapidement. Je comprends le modèle économique, mais je crois aussi qu'il y a... Prenons un exemple clair pour Total, prenons-le. Disons, on sait d'ores et déjà qu'il faudrait laisser plus de 80% des combustibles fossiles facilement accessibles, déjà répertoriés, là où ils sont, pour avoir des chances de rester autour d'1,5 degré ou même de 2 degrés pour 80%. À quoi sert-il? À quoi cela sert-il de continuer l'exploration? Même Fatih Birol, le patron de l'Agence internationale de l'énergie, c'est quand même l'énergie des combustibles fossiles, hein, c'est l'agence du secteur fossile, invite, disons, le secteur fossile à ne plus faire d'exploration. Il redit que les émissions vont continuer à augmenter, ce que dit aussi Antonio Guterres au niveau des Nations Unies, quand même. Alors que le message de notre communauté scientifique est très clair. Il faudrait, pour 1,5 degré, diminuer nos émissions de 7% chaque année. Donc on voit bien, on est en train de creuser ce fossé entre les mots, les objectifs affichés et la réalité. Et cela, eh bien, c'est aux dépens des jeunes d'aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs l'intérêt que, disons, cette discussion que nous avons avec Baptiste Denis dans cet ouvrage, c'est vraiment intergénérationnel. Vous voyez notre égoïsme, Thomas, quand même. Notre génération, c'est égoïste. Non seulement on demande aux jeunes d'aujourd'hui à s'adapter à un climat auquel il risque d'être difficile de s'adapter. On leur demande aussi de pomper, dans quelques années, le CO2 que nous mettons aujourd'hui dans l'atmosphère. Quel égoïsme. Donc c'est ça qu'il faut comprendre et ça ne peut pas continuer. Et on va justement en parler tout de suite avec Baptiste Denis, le co-auteur de ce livre « Climat, parlons vrai ». Bonjour Baptiste Denis, bienvenue. Bonjour. Vous êtes journaliste de formation, conseiller municipal en charge de la transition écologique à la Garenne-Colombes, c'est dans les Hauts-de-Seine. Et vous sortez donc avec Jean Jouzel la version revue et augmentée de Climat, parlons vrai, c'est aux éditions Les Pérégrines. Dialogue intergénérationnel. Pourquoi vous avez ressenti ce besoin l'un et l'autre de sortir une version augmentée? Parce qu'il y a eu un petit événement planétaire, c'est ça, depuis 2 ans entre Il y a eu un autres, léger événement. Ouais. Ça. En fait, la première édition est sortie en mars 2020. Autant dire que niveau timing, voilà, on a eu un léger souci. Et une fois que la pandémie commençait un petit peu à s'amenuire, on a véritablement réfléchi avec Jean sur le fameux monde d'après, dont on a beaucoup parlé. Les États-Unis sont revenus dans l'accord de Paris, vous en avez parlé tout à l'heure. Il y a eu la pandémie, il y a eu la Chine qui s'est engagée dans la neutralité carbone en 2060. La Convention citoyenne a rendu ses travaux pour donner la loi climat en France. Voilà, il s'est passé beaucoup de choses qui ont fait qu'on avait envie et qu'on avait besoin aussi de redire des choses, à la fois d'augmenter et aussi de rajouter des chapitres sur ces événements. Ce dialogue intergénérationnel, vous en aviez dit un mot tout à l'heure, Jean Jouzel, donc je voudrais vous entendre, Baptiste Denis, là-dessus. C'est un peu deux des fers de lance de la prise de conscience de l'urgence climatique qui se réunissent, la communauté scientifique et votre génération? C'est exactement ça, oui. D'abord, les scientifiques, on l'a vu avec Total qui savait dès 71, parce que les scientifiques alertent déjà depuis 50 ans. Si vous allez sur le site de l'ENA, vous tapez Jean Jouzel et vous voyez Jean, à la fin des années 70, qui a le discours
quasiment identique à celui d'aujourd'hui. En fait, les scientifiques rabâchent énormément de choses et derrière, la politique ne suit pas. Ensuite, il y a les jeunes. Depuis quelques années, notamment avec l'élan de Greta Thunberg, avec les vendredis où elle faisait grève, qui ensuite ont pris un petit peu les choses en main. Alors, c'est pas toute la jeunesse, j'ai bien conscience que c'est une partie, mais en tout cas, la jeunesse a pris conscience de ça. Donc, c'est pour ça que j'ai proposé à Jean de faire ce livre, parce que ce sont deux voix finalement qui s'élèvent pour le climat. Et je trouvais ça intéressant qu'elle cohabite. Jean Jouzel, vous avez dû faire face à une forme de scepticisme ou d'indifférence pendant plusieurs décennies, mais depuis quelques années, et ça s'est malheureusement renforcé avec la pandémie, il y a le regain du complotisme et la mise en cause de la parole scientifique, de la véracité de la parole scientifique. Ça, c'est un danger, un nouveau danger auquel vous devez faire face. Est-ce que vous le ressentez comme ça? Oui, c'est un danger auquel la communauté scientifique, dans son ensemble, doit faire face. Bien sûr, c'est aussi, disons, le complotisme, pour le moment, toujours existé, mais il était sous forme larvée, mais les réseaux sociaux ont facilité la dissémination. Donc, voilà, c'est vrai pour notre domaine, mais c'est vrai aussi pour le domaine, par exemple, des sciences du vivant, de la médecine. On peut parler de la pandémie, on peut parler, disons, des anti-vaccins. Voilà. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui circulent qui n'ont rien à voir avec la réalité scientifique, soyons clairs. Ouais. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne puisse pas en discuter. C'est pour ça que je veux dire, c'est d'ailleurs la même chose pour le climat. Je dis toujours que le scepticisme est quelque chose de tout à fait légitime. Mais à un moment, il faut arrêter de penser que la Terre est plate. Donc c'est vrai quand même. Donc, et c'est bien ce que dit le GIEC justement. On affirme que le réchauffement climatique est vraiment lié de façon certaine lié aux activités humaines. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne veuille pas discuter, mais il faut, disons, les complotistes devraient prendre le temps de regarder les arguments qui sont des arguments de bon sens et relativement faciles à assimiler. Donc voilà, oui, voilà, il faut vivre avec ça maintenant, et je crois que ce n'est pas que notre communauté, mais c'est extrêmement regrettable que la parole des scientifiques n'y accorde pas une... Disons, on doit effectivement, on a le droit de la discuter. C'est surtout pas ce que je veux dire. Disons, c'est sain, je redis, de discuter, de remettre en cause les hypothèses. Mais à un moment, il faut, disons, accepter les réalités. À un moment, ça devient une certitude. Je voudrais qu'on reparle finalement économique et qu'on fasse un focus sur ce que l'on vit en ce moment. C'est-à-dire qu'on est dans une période de croissance post-Covid. On peut s'en réjouir, le chômage baisse, les entreprises investissent. Est-ce qu'elle vous inquiète aussi, cette reprise, Jean Jouzel ? Donc la reprise n'est pas en soi quelque chose d'inquiétant. Ce qui est inquiétant, ce sont les émissions de gaz à effet de serre associées à la reprise. On voit bien que, disons, Fatih Birol que j'ai mentionné, c'est jusqu'en 2023 augmentation des gaz à effet de serre, probablement 15% supplémentaires à horizon 2030. Et cela, c'est quand même, ça ne va pas dans le bon sens. Alors la reprise économique n'aurait de sens que si, disons, je parle de l'innovation, généralement, elle n'a de sens que si elle... Voilà, si elle s'inscrit dans la lutte contre le réchauffement climatique, je dirais l'innovation, disons ce que l'on investit aujourd'hui, les investissements d'aujourd'hui devraient être en tout cas évalués par rapport à leur capacité à être neutre en carbone en 2050 ou au moins à cette période-là. Donc c'est cela qui est difficile à faire comprendre. Et on voit bien qu'il y a beaucoup des investissements que nous faisons aujourd'hui dans beaucoup de domaines n'obéissent pas du tout à cet objectif de neutralité carbone à échéance de quelques décennies. Oui, le plan France 2030, tel qu'il a été annoncé par le président de la République, en deux volets, comment vous l'analysez ? Oui, disons comme je partage l'analyse du Haut Conseil pour le climat, c'est-à-dire il y a vraiment 30 milliards d'euros qu'on peut qualifier de verts, mais les autres 70 milliards ne sont pas du tout neutres. Ils nous placent sur une trajectoire y compris en France, probablement d'augmentation de nos émissions, en tout cas sur cette partie. Donc, je suis complètement en phase avec l'avis du Haut Conseil pour le climat. Ce plan n'est pas... Je crains, et c'est pareil pour la loi, je l'ai dit, j'ai participé à la Convention citoyenne au titre du comité de gouvernance. La loi, les objectifs sont parfaits, mais ce qui est dans la loi n'est pas à la hauteur des objectifs qui sont affichés, ni à horizon 2030, ni à horizon 2050. Si on essaye de chercher des motifs d'espoir, Baptiste Denis, vous l'avez évoqué, Jean Jouzel, d'ailleurs, tout à l'heure, il y a la question de la jeunesse et du recrutement des jeunes talents par les entreprises. Ça aussi, c'est une thématique qu'on retrouve souvent dans cette émission, dans Smart Impact. On voit que des entreprises, elles prennent un virage de transition écologique, de transition RSE, notamment parce qu'elles ont du mal à recruter si elles le font pas. Il y a une vraie mentalité différente chez les jeunes diplômés en France ?
Oui, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on remarque. Il y a des jeunes notamment qui préfèrent avoir ce qu'on appelle un travail qui a du sens, et même en gagnant un petit peu moins d'argent. Voilà, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on voit. Après, les jeunes s'engagent, évidemment, ça vous le savez. Aujourd'hui, les jeunes, même dans les diplômes, dans les universités, se tournent aussi peut-être vers des licences, des masters qui sont plus comme ça. Moi, je suis journaliste de formation, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut regretter un petit peu dans le journalisme, c'est qu'il n'y a pas forcément de formation dans ce sens-là. Il y en a une maintenant à l'ESJ Lille, mais comme quoi ça commence un petit peu à monter. Et il y a des métiers qui vont peut-être aussi commencer à revenir, justement des métiers manuels, des métiers moins dans les industries parapétrolières. On parlait de Total et de Elf tout à l'heure. Et il y a une vraie volonté, oui. Maintenant, le salaire n'est plus forcément la première des priorités, mais se sentir utile, sentir qu'on a du sens dans son travail et ne plus aller dans ce qu'on appelle, il y a un livre qui s'appelle comme ça, dans les bullshit jobs, voilà, qui sont juste des travaux alimentaires parce qu'il faut le faire, mais plutôt aller là où il y a... Tout le monde n'a pas le choix, hein, oui, malheureusement. C'est aussi une réalité qu'il faut prendre en compte. Il y a un autre levier qui est celui de la justice. Je recevais ici même deux des associations qui ont porté plainte contre l'État français avec l'affaire du siècle et obtenu la condamnation par le tribunal administratif de Paris. Est-ce que vous y voyez un tournant, Baptiste Denis, pour commencer ? Indéniablement, qu'on y adhère ou pas, c'est un tournant. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que la justice climatique va avancer. Aujourd'hui, on voit bien qu'au fil des décennies, que ce soit l'inaction soit des grandes entreprises fossiles, soit des États, on voit bien que la prise de conscience, soit elle est inexistante, soit elle est trop lente. Aujourd'hui, passer par le biais des tribunaux, ça pouvait rendre sceptique, attaquer son propre État en justice, c'est vrai, c'est quelle drôle d'idée. Finalement, est-ce que c'est pas là la solution ? Finalement, est-ce que c'est pas ça la solution qu'un tribunal dise à la France, voilà, vous avez tant de temps, donc là en l'occurrence le 31 décembre 2022, pour compenser les émissions que vous avez en trop. Oui, et après, il y a de fortes probabilités pour qu'il y ait des astreintes financières. Tout à fait. Est-ce que la solution, c'est pas aussi la solution de la Cour de justice européenne, qui a condamné la France ? On fait partie des 3 ou 4 pays seulement condamnés pour la pollution de l'air. Finalement, est-ce que c'est pas ça la solution ? Je pense que ça peut l'être. Jean Jouzel, un mot là-dessus, oui, parce que ça rejoint ce que vous disiez au tout début, ce qu'on attend de la COP26 entre les mots et les actes, quoi. Oui, j'ai signé l'appel, donc disons, où il y avait 2 millions de personnes qui l'ont signé, donc j'étais 2 300 000, ouais, bon, voilà, je l'ai signé à l'époque. Moi, je reviens, bon, c'est vrai, même pour les jeunes, 2 choses, parce que l'enseignement m'intéresse. En fait, j'étais avec Henri Poupard-Lafage la semaine dernière, même dans des entreprises, disons, qui s'impliquent très fortement dans la transition écologique, c'est dur de recruter des jeunes actuellement. Mais ça, voilà, donc c'est un message. Et puis, bon, c'est vrai que je ne peux pas ne pas citer, disons, le groupe de travail que je préside auprès de Frédéric Vidal sur l'enseignement de la transition écologique dans le supérieur. C'est vraiment très important parce que, honnêtement, nos élites, beaucoup de nos élites, qu'elles soient économiques ou, disons, simplement politiques, ne savent pas de quoi elles parlent quand elles parlent de la transition écologique. Donc ça, c'est important. Donc revenir à la question, oui, quelle était la question ? Sur le levier judiciaire. Oui, alors sur le levier judiciaire, je suis absolument d'accord aussi. Et mon regret, on voit bien que c'est très tendu, puisque mon regret, c'est que la proposition faite par les citoyens garantir, disons, de modifier l'article 1 de la Constitution, d'introduire garantir la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de la biodiversité et de l'environnement n'ait pas été pris. On voit bien que c'est là tout le nœud. En fait, voilà, mais bon, j'espère, enfin moi je suis cela avec, je soutiens vraiment ces actions, disons, ça fait partie de la lutte contre le réchauffement climatique de façon intégrale. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Je rappelle le titre de votre livre, Climat parlons vrai, c'est donc la version augmentée et c'est aux éditions Les Pérégrines. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus dans Smart Impact. On passe à notre rubrique Start-up, on va parler des jouets. Smart Ideas avec BNP Paribas, découvrez des entreprises à impact positif.
Bonjour Adrien Valentin, bienvenue. Bonjour. Vous êtes avec Baptiste Hasbrook, le cofondateur de Petite Marelle. C'est une start-up bordelaise qui a été créée en mai 2019. Peut-être l'idée ou le constat de départ, c'était quoi votre constat de départ ? En fait, avec Baptiste, on se connaît depuis une quinzaine d'années. On échangeait beaucoup sur l'envie d'entreprendre et l'envie d'entreprendre dans une entreprise qui a un impact positif. Ouais. Et on était acteurs, parfois clients, observateurs aussi de nouvelles initiatives autour de l'usage qui émergeaient dans la téléphonie, le textile, l'ameublement. Et puis, en devenant papa et tonton, on s'est rendu compte qu'il y avait un gros gaspillage aussi sur le secteur du jouet, que les enfants avaient toujours besoin de jouer évidemment, mais qu'ils en avaient une utilisation assez courte parce qu'ils grandissent, parce qu'ils s'en lassent. Et donc, on trouvait qu'apporter un modèle autour de l'usage sur le secteur du jouet était hyper pertinent et faisait du sens pour nous. Donc, voilà comment est née Petite Marelle. Donc, l'idée, c'est de louer ces jouets. Effectivement, quelques chiffres, le constat, c'est plus de 40 millions de jouets jetés chaque année en France. C'est énorme. Ça représente près de 100 000 tonnes de déchets. Alors, vous proposez des box et vous êtes venu avec quelques-uns des jouets. On trouve quoi dans vos box ? Alors, on trouve pour l'instant des jouets pour les 0-6 ans et dans quelques jours pour les 0-8 ans. Donc, on élargit un petit peu notre gamme et on y trouve des jouets en bois, en caoutchouc naturel, en carton recyclable, des jouets qui sont essentiellement sans pile. Et on va y trouver des jouets assez variés en termes d'apprentissage. Donc, il y aura des jeux de société, des jeux d'éveil musical, des jeux de construction, des jeux d'imitation aussi, des jeux d'éveil, bien évidemment. Donc, une gamme assez large, assez variée pour faire des box qui sont larges et variées également. Ouais. C'est quoi ? On les loue, donc on choisit dès le départ pour combien de temps on les loue ? C'est quoi le système en fait ? Alors le fonctionnement il est assez simple et on a essayé de construire quelque chose qui est super flexible et modulable pour les parents et de leur simplifier au maximum la vie aussi parce qu'on sait qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de temps. Donc l'idée en fait c'est que sur notre site ils ont accès à notre catalogue. On a aujourd'hui plus de 1000 références sur notre site, donc petitemarelle.fr et ils composent eux-mêmes la box. Donc ils vont choisir dans notre catalogue les jouets qu'ils veulent pour leur box et ils la reçoivent évidemment chez eux, ils en profitent et tous les mois ils ont la possibilité de garder cette box de jouets à l'identique un mois de plus si tout va bien. Et ils ont aussi la possibilité de moduler leur box si, par exemple, un enfant continue de bien jouer avec 2 jouets, mais par exemple utilise un petit peu moins 3 jouets parce qu'au bout de 3 semaines, 1 mois, il s'en est un petit peu lassé. Et donc, ils ont la possibilité de renvoyer ces 3 jouets et d'en recevoir 3 nouveaux pour toujours avoir 5 jouets chez eux, mais de complètement faire évoluer cette box. On peut, les parents ou l'enfant d'ailleurs peuvent décider d'en garder un parce qu'il y a des jouets fétiches, il y a des jouets doudous là, qu'on a gardés toute notre vie, quoi. Effectivement, et dans ce cas-là, effectivement, il y a une option d'achat qui permet aux parents ou à l'enfant, comme vous le dites, de garder un jouet s'il y a eu un lien affectif, une histoire qui s'est créée entre l'enfant et ce jouet, de le garder avec une option d'achat. Et en général, l'option d'achat est entre 40 et 50% moins cher qu'en magasin. 2 ans après la création de Petite Marelle, vous en êtes où de votre développement ? Aujourd'hui, on sent qu'il y a une vraie appétence des consommateurs sur ces nouveaux modes de consommation. On sent que l'usage prend vraiment beaucoup d'ampleur et fait du sens pour nos clients. Donc on est, nous, très satisfaits de notre développement depuis 2 ans. On a aujourd'hui plus de 50 000 jouets qui sont partis en location. Ça représente plus de 3 000 clients. Et on espère doubler notre taille d'ici 1 an. Oui, avec un modèle qui est aussi un modèle inclusif. Vous travaillez avec un ESAT, c'est ça ? Exactement. Depuis le début, on travaille avec un ESAT qui est, nous, on est une start-up bordelaise. Donc notre ESAT est Artigues près Bordeaux. Et c'est cet ESAT qui nettoie, désinfecte, reconditionne tous nos jouets, qui prépare les commandes, qui gère les retours également et qui stocke nos jouets également. Oui, alors vous n'avez que 2 ans de recul, mais un jouet, ça peut comme ça être réutilisé combien de fois d'après vous ? Alors nous, on estime qu'on peut réutiliser les jouets à peu près 6 fois. Donc on allonge la durée de vie d'un jouet 6 par rapport à de l'achat. Et justement, avec 2 ans de recul, ce qui est encore pas énorme effectivement, mais on se rend compte qu'on a très très peu de mise au rebut et très peu de jouets qui nous reviennent cassés. Donc on estime pouvoir encore garder nos jouets encore au moins 1 an minimum. Merci beaucoup d'être venu présenter Petite Marelle. Bon vent à votre toute jeune entreprise. Voilà, c'est la fin de cette émission. Bon week-end sur Bismart. Je voudrais remercier Joséphine Dacoury qui était à la production et à la programmation, assistée de Carla Perruchon. À la réalisation, c'est Benjamin Michel aujourd'hui et au son, Guillaume Sulowski. Merci à tous, merci à toutes les équipes de Bismart. Salut.